Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Amérique. Au sommaire cette semaine, cette nouvelle caravane de migrants actuellement en marche vers les États-Unis. Des milliers de personnes ont pris la route direction l'Eldorado américain. L'objectif, c'est aussi de se faire entendre des politiques. Alors que cette semaine, certains dirigeants du continent sont réunis à Los Angeles, c'est le sommet des Amériques. La crise migratoire demeure justement l'un de ses principaux enjeux. Enfin, 5 figures de l'extrême droite américaine ont été inculpées pour sédition. Toutes avaient été interpellées après l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Après un an d'enquête, une commission parlementaire rend aussi ses conclusions très attendues. Ils ont quitté à pied le Venezuela, le Salvador ou encore le Guatemala. Plusieurs milliers de personnes, hommes, femmes, enfants, font actuellement route vers les États-Unis en quête d'un avenir meilleur. Cette nouvelle caravane de migrants s'était lancée en début de semaine du Mexique avec pour objectif de réussir à franchir la frontière américaine. Explication avec Florence Gaillard. Une caravane de migrants, ou plutôt une marée humaine. Depuis lundi, plusieurs milliers de personnes ont envahi les routes du sud du Mexique, direction les États-Unis, 3000 km au nord. Si certains ont la chance de monter dans ou sur des camions, la plupart sont à pied. Fatigué, oui, mais on doit continuer. On doit continuer, mec. On ne peut pas rester derrière. Des hommes, mais aussi des femmes et même des enfants, transportés ici dans un caddie, sous la pluie battante. Pour nous, c'est rien. Il peut pleuvoir, il peut tonner. Personne ne nous arrêtera. La plupart viennent d'Amérique centrale, du Venezuela, du Salvador, de Cuba et de Colombie. Ils dénoncent les conditions de vie dans leur pays, le chômage, mais aussi la corruption et la peur de la police. Tous réclament un visa et un avenir. Nous sommes ici depuis presque un mois et ils n'ont rien résolu concernant le visa humanitaire. Nous voulons un avenir pour notre famille. Nous ne sommes pas violents, nous voulons juste un avenir meilleur pour nos familles. Les autorités mexicaines les ont cantonnés pendant plusieurs semaines à Tapachula, dans le sud du pays. Mais la situation devenait intenable. Surtout pour ces migrants qui se sont encore appauvris. Comme cette famille du Venezuela, 15 personnes en tout. Regardez où nous sommes maintenant. Je n'ai jamais pensé à quitter mon pays parce que je vivais bien, je n'étais pas millionnaire, mais j'avais assez pour manger, pour vivre bien dans ma maison. Je n'ai jamais pensé à en arriver là, vraiment. Lundi, la caravane s'est mise en branle. Elle est passée devant des postes de contrôle mexicains sans être inquiétée. Objectif, l'Amérique de la prospérité. Et si le groupe a pris la route cette semaine, c'est dans l'espoir de se faire entendre. Depuis lundi, les États-Unis organisent le sommet des Amériques. La question migratoire est une fois encore au cœur du rendez-vous, ternie cette année par l'absence du président mexicain Andrés Manuel López Obrador. Edwige Ouamanissa. 1,9 milliard de dollars pour stopper l'immigration illégale vers les États-Unis. C'est l'annonce faite ce mardi par la vice-présidente Kamala Harris lors du sommet des Amériques. Un investissement colossal des entreprises privées américaines qui vient s'ajouter aux 1,2 milliard de dollars déjà annoncés l'année dernière. Au total, presque 3,2 milliards de dollars pour soutenir l'emploi en Amérique latine et décourager ainsi le départ des migrants vers les États-Unis. Considérons que El Salvador, le Guatemala et le Honduras ont une population d'environ 30 millions de personnes. Un investissement de 3,2 milliards de dollars aura donc un impact direct sur la qualité de vie des habitants de cette région. Le sommet des Amériques était l'occasion pour Joe Biden de conclure un accord de coopération régionale sur les migrations. Mais l'absence du chef d'État mexicain au sommet complique la tâche du président américain. Le boycott vise à protester contre la décision des États-Unis d'exclure du sommet le Nicaragua, le Venezuela et Cuba pour des manquements à la démocratie. Autre absent, le président uruguayen Luis Lacalpú, après avoir été testé positif au Covid-19.
On en vient à l'image de la semaine. C'est le portrait de ces deux hommes portés, disparus au Brésil. Un journaliste britannique ainsi qu'un spécialiste des peuples autochtones n'ont pu donner signe de vie depuis dimanche dernier. Les deux hommes effectuaient des recherches dans la vallée de Javari, une région reculée d'Amazonie. Ils avaient reçu des menaces quelques jours plus tôt. Les détails avec Alice Broga. C'est un labyrinthe de rivières et de forêts. La vallée de Javari, dans l'Amazonie brésilienne, désormais devenue une immense zone de recherche. C'est ici qu'ont disparu dimanche le journaliste britannique Dom Phillips et Bruno Pereira, un spécialiste brésilien des peuples autochtones. Les deux hommes s'étaient rendus dans ce territoire indigène aux confins du Brésil pour interviewer des chefs locaux. Ils devaient rentrer dimanche soir à Atalaia do Norte, dans l'état d'Amazonas, mais ils ne sont jamais arrivés. Les indigènes ont aussitôt donné l'alerte. L'armée et la police ont été déployés mardi, mais les autorités sont sous le feu des critiques pour avoir tardé à réagir. Et les moyens sont jugés insuffisants dans cette zone immense. L'épouse du journaliste appelle à redoubler d'efforts. Je voudrais lancer un appel au gouvernement fédéral. Et aux organismes compétents pour qu'ils intensifient les recherches, car nous avons encore un peu d'espoir de les retrouver. Le président brésilien a lui réagi en critiquant une expédition risquée. Vraiment, 2 personnes seules sur un bateau, dans une région comme celle-là, complètement sauvage. Ce n'est pas une aventure recommandée. Tout peut arriver. Il pourrait s'agir d'un accident. Il se pourrait qu'ils aient été exécutés. Pourtant, les deux hommes étaient de fins connaisseurs de la région. Ils voyageaient sur un bateau neuf avec suffisamment d'essence et possédaient un équipement de communication satellitaire. La semaine précédente, ils avaient reçu des menaces de mort. Les terres indigènes où ils travaillent sont sous la pression d'orpailleurs, d'exploitants forestiers et de pêcheurs clandestins, une présence de plus en plus fréquente qui entraîne une escalade de la violence dans la région. Et notre chiffre de la semaine, 21 ans, comme l'âge de la majorité aux États-Unis, minimum désormais requis dans l'État de New York pour pouvoir acheter un fusil semi-automatique. Après les tueries de Buffalo et d'Uvalde le mois dernier, l'État progressiste durcit sa législation sur les armes et certaines des munitions. Les grandes plateformes numériques comme Twitter ou Facebook seront obligées également d'informer dorénavant les autorités lorsqu'elles constatent que des menaces de mort sont publiées sur leurs réseaux sociaux. C'est une victoire pour les partisans d'une réforme en profondeur de la législation dont certains sont persuadés que le moment est opportun pour amorcer un changement. C'est le cas de l'acteur primé aux Oscars Matthew McConaughey. Après s'être rendu à Uvalde au Texas, il a rencontré Joe Biden, appelé le président américain à saisir ce moment. Écoutez-le. Aussi divisé que soit notre pays, la question de la responsabilité quand on détient des armes à feu est une question sur laquelle nous sommes d'accord plus qu'en désaccord. C'est vraiment le cas. Mais cela devrait être une question non partisane. Nous avons besoin d'une détention responsable des armes à feu. Nous avons besoin de vérification des antécédents des acheteurs. Nous devons augmenter l'âge minimum pour acheter un fusil à AR-15 à 21 ans. Nous avons besoin d'une période de latence pour ces fusils. Nous avons besoin de lois sur les signaux d'alarme et de conséquences pour ceux qui en abusent. Et après près d'1 an d'enquête, une commission parlementaire américaine présente ce jeudi ses premières conclusions à l'occasion d'auditions publiques. Un groupe d'élus du Congrès a longuement plongé sur la responsabilité de Donald Trump dans l'assaut du Capitole. C'était le 6 janvier 2021. 810 personnes avaient été par la suite arrêtées. 5 militants d'extrême droite viennent tout juste d'être inculpés pour sédition. C'est ce que nous raconte tout de suite Natasha Vesnich. Ce 6 janvier 2021, ils clament une nouvelle fois leur fierté d'être américains. Les Proud Boys, les garçons fiers, un groupuscule d'extrême droite exclusivement masculin, fervents défenseurs du port d'armes et de la femme au foyer. Ces suprémacistes blancs, supporters de Donald Trump, sont accusés d'avoir joué un rôle dans l'organisation de l'assaut du Capitole pour empêcher la certification de l'élection de Joe Biden par le Congrès. Dans un premier temps, 5 membres des Proud Boys ont été poursuivis pour association de malfaiteurs, mais aujourd'hui ils sont inculpés pour sédition, une accusation très rarement utilisée et passible de 20 ans de prison, car elle implique d'avoir comploté contre le gouvernement ou l'une de ses lois. Parmi eux,
Enrique Tarrio, une figure clé de l'extrême droite américaine. Originaire de Floride, le chef des Proud Boys n'était pas présent le jour de l'attaque du Capitole, puisqu'il faisait l'objet d'une mesure d'éloignement de la capitale fédérale après avoir détruit une bannière Black Lives Matter lors d'une manifestation pro-Trump. Il est donc poursuivi pour son rôle en amont du 6 janvier. Un rôle qui, selon certains, a été renforcé par Donald Trump lui-même. En septembre 2020, en pleine campagne présidentielle, lors du premier débat télévisé regardé par des centaines de milliers de personnes, l'ancien président s'adresse directement aux Proud Boys, leur offrant une publicité sans pareille. Proud Boys, reculez, tenez-vous prêts. Au lendemain de ce débat, Donald Trump fait marche arrière et assure ne pas connaître ce groupuscule. Le rôle exact de l'ancien président américain et de ses proches dans l'attaque du Capitole n'a pas encore été éclairci, mais selon le New York Times, le FBI aurait découvert un lien entre l'ancienne administration Trump et les Proud Boys. Allez, avant de nous quitter, ces images inédites. L'armée colombienne a révélé ses prises de l'épave du légendaire galion San José, l'un des plus grands de l'armada espagnole. Il a été coulé il y a 3 siècles au large de la côte caraïbe du pays. À son bord, raconte-t-on toujours son exceptionnel trésor, une épave qui repose désormais à près de 950 mètres de fond. Tout de même, voilà, fin de ce numéro. Merci à vous de l'avoir suivi, on se quitte là-dessus. Prochain rendez-vous pour Cap Amérique la semaine prochaine, même heure, même continent. À très vite.